C'est Patrick que je souhaiterais rectifier. Patrick est responsable des relations internationales de l'APS dans le monde arabe, que je rectifie par rapport au camarade Carlos Lozano, qui est directeur de l'hebdomadaire VOS et membre du bureau politique du Parti communiste vénézuélien. Je salue, colombien, pardon. Je salue le camarade vénézuélien qui vient de nous rejoindre. Et je te laisse faire la traducción y la presentación. Muchísimas gracias, buenas tardes. Para mí un placer estar compartiendo con ustedes en esta mesa. C'est un plaisir et un honneur de partager avec vous l'expérience de Occidental. Y que nos den la oportunidad de expresar nuestras experiencias. Nous donner la possibilité d'exprimer nos expériences. Lo primero que quiero decir o plantear es un breve análisis histórico. Premièrement, je vais commencer par parcourir l'analyse historique para entender la situación actual de Venezuela. et ainsi comprendre la situation actuelle de Venezuela. Lo primero que debemos saber es que la democracia venezolana, Tout premièrement, nous devons savoir l'état de la démocratie vénézuélienne hace 40 años, il y a 40 ans. fue construida por el capital multinacional de las empresas petroleras. Cette démocratie a été construite par le capital des entreprises multinationales et pétrolières il y a 40 ans, Con los objetivos de evitar una nacionalización de la industria petrolera avec comme objectif éviter une nationalisation de l'industrie pétrolière, con el objetivo de mantener la mayor ganancia por parte del capital multinacional petrolero et également de maintenir le plus haut bénéfice avec le capital multinational pétrolier. y de esa manera se configuró una democracia de partidos políticos C'est ainsi qu'une démocratie s'est construite autour de partis politiques, principalmente con un sentido socialdemócrata o social cristiano, entre la social-démocratie et la social-chrétienne, pero cuyo principal objetivo era proteger el capital y la acumulación de capital. mais comme principal objectif, ils avaient de protéger le capital et ne cesser d'accroître le capital. Dentro de ese proceso, se generó una serie de beneficios sociales hacia la población, Au sein de ce processus, il y a eu une série de mesures sociales pour bénéficier de la population sostenidos por la renta petrolera, qui ont été soutenues par la rente pétrolière, pero con una desigual distribución de la riqueza en Venezuela, mais avec un problème d'inégalité de la redistribution de la richesse au Venezuela. generando una clase media Ceci générait une classe moyenne y una gran masa de personas excluidas de esa riqueza, et une écrasante majorité des personnes qui étaient exclues de cette richesse, donc de ce partage de la richesse, que vivían de la dádiva del Estado qui vivaient au sein de l'État. y por supuesto de la dádiva de los partidos políticos imperantes en el sistema. Et également des partis politiques qui intégraient ce système. La ideología de esos dos partidos políticos, un bipartidismo, L'idéologie de ces deux partis politiques, ce bipartidisme, pasaba por respetar los intereses de las transnacionales. était tout d'abord respecter les intérêts des multinationales. Y luego, en la década de los 70, respetar los intereses de la oligarquía financiera. Et plus tard, dans les années 70, de respecter les intérêts de l'oligarchie financière. En la década de los 80 y 90, Dans les années 80 et 90, producto de la aplicación de políticas neoliberales à cause de l'application de politiques néolibérales, dictadas directamente por el FMI y el Banco Mundial, sous le dictat du FMI et de la Banque mondiale, y el FMI, exacto, y la
y a los cuales no hubo oposición alguna por parte de esa élite política. Ces décisions n'ont rencontré aucune opposition de la part des partis politiques et des classes politiques. Se generó un conflicto social por la depauperización o el incremento de la mayor pobreza en la población. Une augmentation disproportionnelle de la quantité de pauvres, et ceci a éclaté en conflit social. Rápidamente los partidos políticos perdieron el control de la población. C'est ainsi que les partis politiques ont perdu la mainmise sur la population. Y se generaron 3 conflictos sociales de gran magnitud. Et se sont générés 3 grands conflits sociaux de très grande ampleur au Venezuela. El primero de ellos fue una irrupción espontánea de la población, denominado Caracazo. Le premier a été une insurrection de la part de la population qui a été appelée Caracazo. Pero sin un liderazgo claro, simplemente era la manifestación del desagrado. Mais sans aucune idéologie, c'était tout simplement une expression spontanée du désaccord de la population aux politiques. Lo cual dio lugar a que dentro de la masa militar, o dentro del pueblo que se denomina militar, es decir, los militares como pueblo, se dieran cuenta de la falta de real democracia en Venezuela. C'est ainsi que le peuple vénézuélien ainsi que les militaires faisant partie du peuple et défendant le peuple vénézuélien s'est créé un nouveau leader qui amènera porque en Venezuela, al contrario a lo que se puede pensar, en Venezuela los militares son pueblo. Oui, contrairement à ce que vous pouvez penser, quand je disais les militaires issus du peuple défendant le peuple, c'est parce que les militaires au Venezuela font partie de la majorité pauvre du Venezuela. En consecuencia, en ese sentido, ese malestar fue representado en los militares y hubo 2 irrupciones militares, 2 intentos de cambio. C'est ainsi que le mécontentement social des classes populaires s'est exprimé par les militaires vu qu'ils font partie de ces classes populaires. Et c'est ainsi que 2 grands conflits qui sont les suivants ont été créés. ¿Por qué yo resalto ese aspecto importante de Venezuela? Porque Venezuela tiene sus propias características como sociedad. Si je fais remarquer ces caractéristiques, c'est parce que les sont propres au Venezuela et il est intéressant de les comprendre ainsi. El hecho de que haya una unidad cívico-militar no quiere decir que no haya democracia en Venezuela. Le fait qu'il y ait une unité civico-militaire au Venezuela ne veut pas dire que pour autant qu'il n'y ait pas de démocratie au Venezuela. Tanto es así que los 2 intentos de cambio fracasaron y se generó un movimiento social. Pour le montrer, les 2 tentatives de changement n'ont pas abouti et c'est généré un mécontentement social. Ese movimiento social fue claramente liderado por el presidente actual, el presidente Chávez. Ce mouvement social en fait, a été clairement mené par l'actuel président du Venezuela, Hugo Chávez. Porque el pueblo venezolano vio en el presidente Chávez la posibilidad de una salida al sistema del bipartidismo. S'il a été confié comme leader, c'est parce que le peuple vénézuélien a trouvé dans Hugo Chávez le potentiel de mener à terme le changement promis ou en tout cas souhaité par la population. Rápidamente, todos los demás movimientos sociales asumieron el liderazgo del presidente Chávez. Très vite, tous les mouvements sociaux ont convergé sur le leader de Chávez. Es así que el presidente Chávez asume el poder por la vía democrática con la mayor apoyo popular. C'est ainsi qu'en 1998, Chávez est élu président de la République par la majorité du peuple vénézuélien de façon complètement démocratique. Y comienza un proceso de cambio revolucionario y social, pero por la vía democrática y pacífica. Et nous
lançons un processus de changement révolutionnaire au Venezuela par la voie démocratique, avec une profonde restructuration et des réformes sociales très importantes. Y es importante esa unión cívico-militar porque implica que hay la unión entre dos masas de población que en principio estaban divididas. C'est important de souligner cette union civile-militaire qui démontre en fait l'union entre deux masses populaires qui à la base étaient divisées et qui maintenant se sont réunifiées. Porque históricamente los militares fueron usados como mecanismo para reprimir los movimientos sociales en la década de los 60. Car historiquement, les militaires ont été utilisés pour faire de la répression à tout mouvement ou à toute manifestation sociale, surtout dans les années 60. En toda Latinoamérica, entender ese problema es fundamental desde la perspectiva del poder político. Par rapport au pouvoir politique, il est extrêmement important de comprendre ce fait, cette relation entre militaire et population qui ne se fait pas uniquement au Venezuela, mais dans toute la région. Actualmente, después de que el presidente Chávez asume el poder en Venezuela por la vía democrática, se propone una constituyente. Une fois qu'il a été élu, une des premières propositions du président Chavez a été de faire une réforme de la Constitution et donc de l'Assemblée constituante. En esa constitución se estableció el marco en el cual se va a llevar a cabo y se está llevando a cabo el proceso de cambio revolucionario en Venezuela. C'est à ce moment-là où s'est établi sur le marbre, le processus de changement qu'on est en train de mener au Venezuela. Esa constituyente fue votada por referéndum y aprobada por una mayoría absoluta de los venezolanos. Cette proposition, cette alternative, s'est débattue. Il y a eu beaucoup de débats et c'est beaucoup lors de l'Assemblée constituante. Et finalement, ça a été voté par référendum et accepté par la majorité des Vénézuéliens passé à cette époque. A lo largo de los últimos 12 años han habido aproximadamente más de 7 procesos electorales. Dans les 12 dernières années, nous avons vu plus de 7 processus électoraux au Venezuela. Eso quiere decir que el marco del cambio social y revolucionario se da por la vía de la Constitución y de la ley. C'est-à-dire que le processus de changement se fait dans le cadre de la loi et de la Constitution. ¿Y cuáles son los fines sociales de ese cambio? El primero es la redistribución de la riqueza. Un des premiers objectifs est la redistribution de la richesse dans ce processus de changement. Y la redistribución de los medios de la propiedad y medios de producción y de la tierra. Et la redistribution, la renationalisation des moyens de production, bien de l'industrie comme de l'agriculture. Lo cual ha generado una resistencia entre las oligarquías y las históricas clases sociales que se habían apoderado de la riqueza del país de Venezuela. Ce qui a généré beaucoup d'opposition de la part de l'oligarchie et des classes sociales dominantes au Venezuela. Sin embargo, el elemento democrático ha permitido la legitimidad del proceso de cambio. Néanmoins, l'élément démocratique de ces changements et de ces réformes structurelles ont permis la légitimité de ce processus. Bajo un liderazgo claro que es el liderazgo del presidente Chávez. Mené par le président Chavez. Ese proceso de cambio de la redistribución de la riqueza y de la redistribución de los medios de producción pasa por el fortalecimiento de las comunidades. Ce processus de redistribution doit forcément passer par la consolidation et le renforcement des communautés et des assemblées sociales. Esos procesos de empoderamiento de la población a través de las redes comunitarias. C'est la population qui prend le pouvoir directement à travers un réseau communautaire. Se da con el auspicio de la ley. Cela se fait par le décret de loi. De forma tal que las instituciones democráticas, de telle forme que les institutions démocratiques, es decir, la ley, c'est-à-dire la loi, el poder judicial, le pouvoir judiciaire, están en el marco de la Constitución. Ils sont dans le cadre de la Constitution. Y no se puede entender que haya contradicción alguna en ese proceso de cambio. Et il ne peut pas y avoir de contradiction dans ce processus de changement. Un ejemplo puede
puede ser la ley del trabajo, recientemente aprobada. Pour le démontrer, nous prendrons l'exemple de la toute récente loi, la réforme de la loi du travail. En esa ley del trabajo se ordena la interpretación de cualquier conflicto legal en materia de derechos del trabajo. Dans cette nouvelle loi, il s'ordonne l'arrangement de conflits liés au travail a los jueces en el sentido de respetar aux juges dans le sens de respecter los derechos de los trabajadores y efectivamente el objetivo de generar estabilidad en el empleo. Comme principal objectif de respecter les droits des travailleurs et ainsi garantir un maximum la stabilité de l'emploi. Limitar la posibilidad de desempleo. Favorecer la estabilidad en el empleo. Favoriser la stabilité laborale et éviter en fait le licenciement. De forma tal que el capital está en un segundo plano, o los objetivos de la acumulación de capital están en un segundo plano respecto a los derechos del trabajo. De telle forme que le capital passe au second plan dans le droit des travailleurs, pas dans le premier plan comme c'était précédemment. Lo mismo lo podemos conseguir en materia de derecho agrario, de derecho de tierra. C'est exactement les mêmes types de processus de changement qui sont été menés dans les réformes agraires ou dans le droit des travailleurs. Entonces, Venezuela, en este proceso democrático de cambio, se convierte en un factor geopolítico fundamental dentro de la región. C'est ainsi que le Venezuela prend un poids géopolitique extrêmement important dans la région. Y un elemento fundamental para el desarrollo del cambio social, el cambio revolucionario en toda el área latinoamericana. Et un poids pour le changement dans toute la région latino-américaine. Proponiendo un proceso de cambio por la vía democrática, pero con el empoderamiento de los pueblos. Proposant un changement par la voie démocratique avec le soutien populaire. Hacia un verdadero socialismo. Vers la construction du socialisme. Sin embargo, eso genera resistencias por parte del imperialismo. Même s'il y a des résistances de la part de l'impérialisme, ataques mediáticos, ataques de los medios de comunicación demonizando la situación de Venezuela. des attaques des mass médias et des grands médias en diabolisant la situation du Venezuela, Generando desinformación, en désinformant sur la réalité vénézuélienne, haciendo que no se entienda la realidad venezolana. essayant de confondre la réalité vénézuélienne. Y el próximo 7 de octubre tenemos un momento histórico Idéalement, le 7 octobre, nous avons deux moments, l'autre moment historique. porque por la vía democrática se verificará si estamos en el proceso de cambio real y si la población venezolana apoya, como de hecho apoya, este proceso de cambio por la vía democrática. Nous allons pouvoir tester si la population est d'accord avec le processus de changement via l'élection du président de la République. Con esto quiero darles una breve información de lo que pasa en Venezuela y cómo estamos cambiando por la vía democrática. J'espère pouvoir vous expliquer comment le processus de changement est mené au Venezuela par la voie démocratique en vue de la réforme sociale. Muchas gracias. Vasquez. Maintenant, je passe la parole à Moustapha Brahma, secrétaire national de la Voie démocratique, pour contribuer à cette table ronde. Quel front de lutte à construire pour la démocratie et contre l'impérialisme? Merci camarade Sorti, bonjour. Je suis très honoré de participer à cette table ronde internationaliste et je traiterai des alliances actuellement au Maroc, de la nature, de l'étape historique que traverse notre pays et du rôle de quoi et c'est qui la gauche aujourd'hui et quel est son rôle. Alors, nous partons dans notre approche des alliances, d'une alliance objective, des réalités objectives du Maroc, d'une analyse des classes et couches sociales au Maroc, de la lutte de classe au Maroc, de l'étape historique que traverse notre pays. Donc, comme nous savions que les alliances de classe sont les plus sûres et les plus durables, que
que les classes laborieuses n'ont pas encore de représentation politique au Maroc, représentation politique de classe, que les classes sociales alliées de la classe ouvrière n'ont pas de représentation politique de classe, ou que les représentations politiques les ont trahis. Donc nous sommes dans ces conditions assignés deux tâches principales, stratégiques et concomitantes. La première, c'est la participation à l'édification du parti de la classe ouvrière et des masses laborieuses. La deuxième, c'est la participation à l'édification de l'alliance des classes populaires. Mais nos choix stratégiques ne nous ont pas interdit le choix d'alliances politiques conjoncturelles qui émanent de notre analyse des forces politiques actives dans la société, de leur nature, de leur horizon et de l'étape historique que traversent les luttes de notre peuple. C'est pour cela qu'après l'échec de l'expérience de rassemblement des militants démocrates de gauche issus du mouvement marxiste-léniniste, après sa répression par le pouvoir du Khzin, c'est un système archaïque de gouvernance érigé avec un sultan depuis le XVIe siècle qui reste avec des changements, de nouveaux habits, avec un gouvernement, un parlement, mais le fond est toujours le même. Et avec la création de la voie démocratique en 1995, nous avons opté pour la création d'un pôle démocratique, politique et social contre le pouvoir du Khzin, et nous avons participé à la création de son noyau politique, le Rassemblement de la gauche démocratique, composé des partis d'avant-garde socialiste, le PAX, qui lui aussi était issu du CFP en 1983, de la voie démocratique bien sûr, de la gauche socialiste unifiée qui est devenu le parti socialiste unifié, du Conseil national Ittihadi qui est une deuxième scission de l'UCFP après le refus, après la participation de l'UCFP à l'alternance, à ce qu'ils appelaient l'alternance arsenienne, donc une alternance avec les conditions du Khzin. Donc ce parti a été créé aussi en 2001. Et en 2006, la voie démocratique est de nouveau appelée à la création d'un front national de lutte pour la démocratie et contre le capitalisme sauvage, et que son noyau solide serait le rassemblement de la gauche démocratique, partant de la nécessité historique de la jonction, ce qui n'a jamais été encore fait, un petit peu avec le mouvement ouvrier, la jonction entre les luttes politiques et les luttes sociales, pour donner aux aspirations du peuple marocain l'ampleur nécessaire pour le changement de rapport de force et la réalisation des aspirations du peuple marocain de liberté, de démocratie et d'égalité. Alors, pour ce qui est de l'étape historique, la voie démocratique considère que l'étape historique que nous traverse notre pays est la lutte démocratique radicale pour la libération nationale et la construction démocratique. Pourquoi? Parce que nous considérons que les tâches de libération nationale sont encore posées au Maroc. L'indépendance en 1955 n'était que formelle. Le Maroc est toujours dépendant de l'impérialisme sur le plan politique et des orientations, bien sûr, donc de l'impérialisme sur le plan économique et sur le plan politique. L'existence d'une coalition de classes dominante dont le mafia khzanien constitue le fer de lance. C'est pour cela que pour la libération et la domination de l'impérialisme, l'édification d'une économie nationale autonome, l'autodétermination politique du peuple marocain, il est nécessaire de démanteler cette coalition en tant que classe et de démanteler les structures de Khzin à travers les luttes pour une démocratie réelle régie par une constitution démocratique où le peuple est le dépositaire de la souveraineté nationale et où lui est
c'est de lui qu'émane le pouvoir, ce qui n'est pas le cas actuellement, et où le peuple détient le pouvoir de la constitutionnalité, c'est-à-dire que dépasser les constitutions octroyées. Nous sommes toujours dans les constitutions octroyées. Donc l'éradication de l'économie de rente, nous sommes toujours dans l'économie de rente, une réforme agraire qui permettrait aux villages, aux petits agriculteurs de disposer de la terre et garantir au peuple le travail, l'enseignement, la santé et l'habitat. La voie pour arriver à ces objectifs, ça aussi c'est une précision, est la lutte démocratique radicale. C'est pour la différencier des luttes confinées dans les institutions, ce que nous appelons les changements ou les luttes réformistes. C'est la lutte qui permet le changement des structures du régime et non pas d'améliorer l'intégration dedans, dans ces structures. Donc la mobilisation, l'outil, c'est la mobilisation des masses et les luttes essentiellement en dehors des institutions parce que les luttes à travers et uniquement à travers les institutions ont montré sur le plan concret leurs limites. La lutte pour le changement et non pas uniquement pour des simples réformes. Donc la voie démocratique considère que c'est à la gauche c'est la gauche qui a aujourd'hui à mener et diriger les luttes démocratiques, vu l'échec des forces de la social-démocratie et son refus de participer au mouvement glorieux du 20 février, qui s'inscrivait dans la mouvance des soulèvements, des révoltes, des processus de révolution dans le monde arabe. La discussion est toujours là. Donc contre les dictatures, donc le peuple marocain a besoin aujourd'hui d'une direction ferme, de la lutte démocratique radicale à l'horizon socialiste. C'était le slogan de notre deuxième congrès de la voie démocratique. Alors, c'est quoi et c'est qui aujourd'hui la gauche? Alors pour nous, nous partons de notre définition de la gauche aujourd'hui de trois déterminants de base. 1. La liaison avec la classe ouvrière et la lutte pour ses causes est la considérée comme la principale force de changement. 2. Adopter l'idéologie de la classe ouvrière et la défendre. 3. La lutte dans notre pays, la lutte pour le démantèlement des structures de prison pour qui est encore la principale entrave contre le changement et contre le développement du pays. Alors partant de ces déterminants, nous travaillons dans deux sens en ce qui concerne les alliances politiques. Le rassemblement de la gauche démocratique qui existe et que nous avons cité. D'un autre côté, l'alliance de la gauche radicale, c'est-à-dire qui est constituée de la solidarité pour l'alternative socialiste, c'est des trotskistes avec le choix de la gauche démocratique, c'est démocrate, et donc bien sûr la voie démocratique et d'autres formations politiques marxistes de gauche. Elle reste ouverte à toutes les autres formations, comme j'ai dit, radicales de gauche. Donc de notre point de vue, des formations telles que le FFT, le Front des Forces Démocratiques issu de scission du PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme, donc l'ex-Parti communiste, le FA, parti de la gauche, le Parti du Travail réalisé par Blatir qui a fait une scission sur les CFP n'a rien à voir avec la gauche. Nous considérons même que les courants dominants aujourd'hui et que la direction dominante aujourd'hui, que ce soit au sein de l'Union Socialiste Populaire, l'UCFP, ou que ce soit dans le PPS qui est actuellement au gouvernement à côté des PJD, à côté des interpistes, n'ont plus grand-chose en tant que direction, en tant que courant avec la gauche. Les militants de base, beaucoup d'autres, oui, mais les directions et les tendances dominantes, non. Alors, donc,
vu leur participation, ces deux formations, leur participation à l'alternance prônée par le président et dictée par lui, donc c'est lui qui l'a défini, et la non-adhésion et la non-participation au mouvement des masses, au mouvement du peuple, au mouvement du 20 février. Alors, quel est le rôle de la gauche aujourd'hui? La gauche telle que définie ici, d'après l'échec de l'alternance du président, et l'avènement du mouvement du 20 février, parce qu'il y a avant et après le 20 février, son rôle capital est de diriger les luttes démocratiques. Donc, entre autres, continuer à participer activement au mouvement du 20 février, le réactiver, le rénover, lui donner une horizon. Construire un front uni de lutte populaire contre le président qui est toujours ventral et pour la constitution d'un régime démocratique. C'était le slogan du 3e Congrès national en juin 2012. Et c'est-à-dire construire un front politique et social qui pourrait pallier aux insuffisances du mouvement du 20 février, à savoir rallier et faire adhérer le mouvement syndical démocratique qui a été neutralisé par le régime à travers un traité lui donnant quelques acquis à la classe ouvrière, au syndicat, faire adhérer les mouvements sociaux, faire adhérer le mouvement démocratique des femmes qui n'ont pas voulu adhérer parce qu'ils ne portaient pas de slogan surtout d'égalité, surtout avec la participation des intégristes. Et donc ce qui rendrait au mouvement du 20 février son rôle. Alors, ce front pourrait avoir comme les grands axes, pourrait avoir du programme. Sur le plan politique, l'abolition du caractère de l'État, la construction d'un régime démocratique via une constitution démocratique. Sur le plan économique, l'abolition de l'économie de rente et la construction d'une économie indépendante des choix des institutions impérialistes et la redistribution des richesses. Sur le plan social, permettre un travail décent, un enseignement de qualité gratuit, des services de santé et d'habitat, préserver et développer les secteurs politiques et garantir une couverture médicale et sociale. Sur le plan humain, lutter contre l'impunité. Nous savons que même le dossier de Medine Pouka n'est pas encore traité. Et juger les responsables des atteintes graves des droits humains. Sur le plan de la question amazigh, donc de rendre l'amazigh une langue d'enseignement, une langue de l'administration, permettre aux régions spécifiques amazigh d'avoir une large autonomie sur le plan des femmes et une égalité totale des hommes et des femmes sur tous les plans et dans tous les domaines, et la ratification des traités liés à cette question. Donc après ce que nous pouvons dire après la processus de révolution dans le monde arabe, c'est maintenant un front uni à construire par les formations de gauche déjà au niveau Maghreb, au niveau du monde arabe et avec l'Europe au niveau international et national.